Bon, nous voici rendus au livret numéro 7 de l'apprenti au rite écossais primitif. Et dans ce livret, on va aborder la fermeture des travaux au premier degré. Alors on a passé, disons, 3 livrets au moins sur l'ouverture des travaux. C'était assez long mais nécessaire. La fermeture, ça peut être un peu plus rapide parce qu'on a compris un certain nombre de principes. Après, nous voyons les triangulations fonctionnelles de la loge, c'est-à-dire tous les dispositifs triangulaires, que ce soit pour les postes d'officiers, pour la triangulation de la parole, pour la triangulation de la lumière. On les détaille et on essaie de les mémoriser. En troisième point, les mots pour le dire. Alors là, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les principes d'interprétation symbolique au rite écossais primitif. On va tenter de définir la notion d'imago mundi, la notion d'imago dei et l'imago templi, les 3 imagos, et vous ferez vos recherches pour savoir ce qu'est au plan biologique une imago. Hein, c'est le produit d'une métamorphose, une chrysalide en quelque sorte, et ça veut dire quelque chose au plan initiatique. Et quatrième point, l'étude générale du tableau de loge dans les généralités qui sera suivi bien sûr de notre QCM. Alors pour la fermeture des travaux en loge, eh bien on va fermer les travaux en loge avec 3 coups de maillet donnés par les 3 officiers porteurs de l'autorité qui sont le vénérable, le premier et le second surveillant. Alors là déjà il y a une triangulation, on peut le dire. Et on va travailler, là, cette fois-ci, on va passer du midi plein qui nous a permis d'ouvrir les travaux au minuit plein. Et on va se poser la question de savoir ce que veut dire ce minuit plein. Est-ce que ça veut dire que c'est tout un cycle qui s'achève, peut-être, et qu'il est temps de fermer les travaux en attendant le renouvellement de la lumière dans le cycle suivant? Est-ce que ça veut dire que cette lumière du temple, de l'atelier, de la loge, passe à l'intérieur de chacun de nous dans nos profondeurs? Le minuit plein, c'est aussi pour l'apprenti cette capacité qu'il a à aller dans les profondeurs de soi, avec son fameux fil à plomb et sa perpendiculaire, hein, qui est quand même l'optique de l'apprenti, c'est quand même d'utiliser cet instrument d'une manière permanente. Et que, bien entendu, ils utilisent les outils, le maillet, le ciseau sur la pierre brute, mais dans un objet bien précis. Donc il y a un aspect surface et il y a un aspect profondeur. Et peut-être que ce minuit plein, c'est le transfert de la lumière à l'intérieur de soi pour éclairer cet intérieur. Nous allons nous retrouver plus tard sur les parvis, autour de la lumière éternelle d'ailleurs, chez nous en tout cas, et nous repartons en reprenant nos métaux. Contrairement à d'autres rites qui ne veulent pas les reprendre, nous reprenons nos métaux, mais ils sont purifiés de notre nouvelle vision, qui est une vision très intérieure et lumineuse, que nous allons répandre à l'extérieur. Voilà. Donc ce minuit plein, c'est le passage d'un état à l'autre aussi, peut-être l'attente d'un renouveau, peut-être la diffusion d'une lumière qui devient cette fois-ci intérieure, qui vient éclairer notre intériorité. Chacun peut avoir sa sensibilité là-dessus. Alors les maillets, c'est des maillets qui alertent la totalité de la loge, à l'Orient, à l'Occident, et puis au Midi comme au Septentrion. Et on va revenir ni plus ni moins sur la notion de salaire, car les surveillants vont payer les ouvriers à la fin des travaux et ils vont leur donner le salaire et les renvoyer contents. Alors le salaire a une interprétation qui n'est pas sociétale, c'est une interprétation symbolique, je dirais même alchimique. C'est le fameux sel qui permet d'équilibrer l'action du soufre et du mercure que nous avons rencontrés. Ces 3 principes ont été rencontrés déjà dans notre cabinet de chambre de réflexion, cabinet de réflexion, où ils étaient en bonne place, et là-dessus, il faut commencer à s'intéresser à l'alchimie. Progressivement, apprenti, on peut commencer à s'y intéresser. Alors, en ce qui concerne le passage de cette lumière dans le temple qui était au plus haut, qui devient une lumière en nous,
c'est une vraie question de transfert. On transfère les travaux, ils sont complètement intériorisés et nous repartons avec. Et pour ce faire, pour sceller cette capacité à appréhender la lumière et à la garder en soi, il va y avoir ce qu'on appelle une geste de fermeture. Pour éviter qu'elle s'échappe, elle va rester en nous. Cette geste de fermeture, c'est le fait de se lever, de se mettre à l'ordre, parfaitement immobile, donc dans l'axe, parfaitement silencieux et parfaitement rectiligne. Voilà. Et à partir de là, nous cristallisons à l'intérieur de nous ce rayon lumineux pour l'intérioriser. C'est une interprétation, vous pouvez avoir la vôtre, comme je le dis toujours. On vous donne des interprétations, il y en a 10 ou 20 autres. On aborde effectivement le fait que le vénérable premier et second surveillant se passent la parole, c'est la triple voie que nous verrons tout à l'heure. Et puis on va quitter l'ordre. Alors quitter l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un ordonnancement que nous avons créé. Nous allons momentanément stopper cette mise à l'ordre de chacun dans un cadre collectif pour procéder à ce qu'on appelle la chaîne d'union. Cette chaîne d'union a pour objectif de sceller la fraternité qui existe entre nous et surtout d'invoquer ce qui est présent dans le rite écossais primitif, c'est le temple d'en haut. Alors là, on comprend mieux pourquoi nous travaillons dans la couleur rouge, pourquoi effectivement, et nous allons le voir un peu plus loin, nous avons tout de suite cette relation avec quelque chose qui est supérieur à la loge dans laquelle nous œuvrons. Et il y a deux types de temples. Le temple d'en bas, celui qui serait le temple de Salomon par exemple, et puis le temple d'en haut dont vous trouverez la trace dans la Bible bien entendu, ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Mais on ne le nomme pas parce qu'on reste œcuménique et on parle à tout le monde. On n'est pas dans une religion particulière, on est dans une reliance, ce qui n'est pas la même chose. Bon, j'ai insisté déjà plusieurs fois là-dessus. Donc, vous savez qu'on avait éclairé l'imago mundi de la loge, qui était le tableau de loge, l'imago templi, qui est la reproduction en grand de la loge, ce que nous devons construire, et qui figure aussi dans le tableau de loge. Et l'imago Dei, qui est cette invisible relation entre le haut et le bas, bien largement illustrée par l'hexagramme que nous avons à l'Orient, mais aussi par le fil à plomb qui pend de la voûte étoilée pour aller vers le centre du pavé mosaïque et au cœur, je dirais, de l'imago mundi, qui est ce tableau de loge. Nous y reviendrons. Pendant la chaîne d'union, bien entendu, nous allons procéder à ce qu'on appelle une prière. Et là, il faut la relire pour se rendre compte qu'on n'a rien changé des prières de l'ancien temps. Je sais qu'il y a plein de rites qui ont gommé tout ça. Nous, on l'a conservé tel quel, dans le respect des anciens. Et on rompt cette chaîne fraternelle. Mais on la rompt comme à l'armée. C'est-à-dire qu'on ne casse pas la chaîne d'union, pas du tout. C'est romper les rangs. N'oubliez pas que vous êtes des loges régimentaires à l'origine. Donc, rompez les rangs comme à l'armée ou rompez la formation et prenez place, ou rompez, c'est tout simplement reprendre la place qui est la vôtre dans le grand équilibre du temple d'en bas, représenté par une loge qui veut reconstruire le temple de Salomon. Et là, on se regante et on procède au devoir de charité et aux propositions qui circulent par le maître de cérémonie et le frère ou la sœur terrible. Alors, ce devoir de charité, c'est l'ancienne formule de la solidarité laïque d'aujourd'hui.
Mais on a tenu à conserver cette charité, ce devoir de charité avec la boîte des pauvres qui circule, parce que c'est une des vertus, et là on peut en parler puisqu'on travaille au rouge, on ne travaille pas au bleu, nous, une des vertus théologales. Foi, espérance et charité. Charité, donc, c'est l'aspect concret, c'est caritas, c'est la chair, c'est l'autre, c'est le frère, c'est la fraternité en réalité. Donc, ce que nous exerçons là, nous venons sceller la fraternité par une des vertus théologales. Alors, bien sûr, cette aumônière circule. Le tronc rouge, c'est pour les propositions. Le tronc noir, c'est le tronc de la veuve. Et est décompté par la suite, et c'est le trésorier des pauvres qui prend en charge avec notification par le secrétaire. Voilà. Cette partie-là du devoir de charité, du sacro-proposition étant accomplie, on procède à l'extinction graduelle. Alors, par la sagesse, par la beauté, par la force. Bon. Et l'idée générale, c'est que s'établisse, de la même façon que s'est établie une diagonale entre le second surveillant et la lune, par le chandelier du vénérable maître qui avait allumé son extrême, sa partie droite du chandelier, il va l'éteindre, donc il va arrêter cette diagonale de la même façon. Pour le premier surveillant, donc cette fois-ci, ce ne sera pas la beauté, mais ce sera la force. Elle sera éteinte en même temps que le vénérable maître éteindra la partie gauche de son chandelier, qui correspond bien entendu au soleil. La lune d'un côté, le soleil de l'autre. Le second surveillant en diagonale de la lune et le premier surveillant en diagonale donc du soleil. Notez que chacun des deux surveillants emprunte un peu au soleil et un peu à la lune. Ce n'est pas un problème, c'est simplement que pour la lumière, on établit bien une diagonale par l'intermédiaire d'une croix de Saint-André qui recroise donc le chandelier à l'Orient et sagesse, force et beauté donc dans le Hécal, c'est-à-dire au milieu des frères et des sœurs. L'acclamation par la suite est l'évocation. Cette fois-ci, c'est plus une prière, c'est une évocation. Tout le monde se met à l'ordre. Ça veut dire quoi? C'est encore la geste finale. Être à l'ordre signifie participer à l'ordonnancement universel par une geste finale. Alors c'est un signe, la batterie et l'acclamation. Et donc en fait, les trois réunis ont un sens qu'il s'agira pour vous d'interpréter si vous le souhaitez. Enfin, et pour finir, après quelques notes de musique et l'évocation, les trois coups de maillet pour la fermeture. Et on se retrouve tous de manière ordonnée par le maître de cérémonie. Nous sortons en sens inverse de celui où nous sommes rentrés. Et en réalité, les travaux se poursuivent dans une transition sur les parvis. On est réunis devant la lumière éternelle. Et on va reprendre nos métaux, mais cette lumière éternelle, c'est justement le passage de midi plein à minuit plein. Ce minuit plein, c'est-à-dire l'intériorité, qui devient encore illuminée par cette lumière éternelle, qui cette fois-ci est en nous, et nous allons diffuser à l'extérieur cette capacité à voir le réel d'une manière plus profonde et plus spirituelle sans doute, et plus humaniste bien entendu. Voilà, ça c'était pour l'épisode 1. Épisode 2, nous avons les triangulations fonctionnelles, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va travailler donc dans l'épisode 2 les triangles ascendants, la voie d'élévation par le vénérable maître, le second surveillant et le premier surveillant qui forment un triangle montant. Alors là, on fait les définitions, on ramène un certain nombre d'éléments pour vous aider à faire des planches, d'ailleurs. Le triangle descendant, lui, c'est le cadre de la réalisation, de la transformation, avec en haut le secrétaire d'un côté lune, et l'orateur côté soleil, et en bas celui qui est le gardien du temple, de la porte, c'est le frère et la sœur terrible.
Voilà, donc dans ce triangle de réalisation, le terrible et le maître de cérémonie ont toujours fonctionné ensemble, hein, puisque en triangle descendant, ils vont utiliser la lumière venue de l'Orient, et c'est le maître de cérémonie qui va servir d'interface entre l'Orient et l'Occident pour illuminer sagesse, force et beauté et l'imago mundi, le tableau de loge. Donc il faut comprendre que cette partie du triangle contient bien plus que 3 et se subdivise dans des fonctionnalités, notamment le trésorier des pauvres, qui est à l'écoute de la fraternité et des difficultés dans le réel pour que la loge puisse continuer d'avancer et être opérationnelle et source de lumière pour tous. Ça, c'est le triangle descendant après le triangle montant. Chaque pointe du triangle est reliée par une épée. Si le frère terrible a une épée droite, qui symbolise le verbe, un verbe, disons, audible par l'homme, c'est une épée droite, c'est une lumière en quelque sorte rayonnante. En face, nous avons qui? Nous avons bien entendu le vénérable maître qui lui a une épée flamboyante. Et là, ce n'est pas nécessairement audible par tous, c'est pour ça que ça se situe à l'Orient, et c'est un gardien de quelque chose. C'est un chérubin, en fait, c'est un gardien de l'Arche d'Alliance. En réalité, il y a 2 niveaux entre le niveau des maçons, je dirais, qu'on appelle le Hékal dans le langage hébraïque, et le Débir qui est 3 marches supérieures, qui est l'Orient, chez nous. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'à chaque fois, il y a une frontière à franchir. La frontière de la porte du temple vis-à-vis des parvis, avec un frère terrible qui est très regardant sur la qualité des personnes qui rentrent. Et puis un gardien aussi à l'Orient qui garde l'accès peut-être à l'hexagramme ou à autre chose. Nous ne savons pas exactement ce qu'il garde. Mais on se rappelle qu'une épée flamboyante, c'était celle qui était détenue par les chérubines lors de la chute d'Adam et Ève, d'une part, et les chérubines, c'était les anges aussi qui étaient sur l'arche d'alliance, les 2 chérubines. Voilà, ce sont des anges gardiens en quelque sorte. Voilà pour faire le pendant des 2 épées. Donc il y a une dynamique particulière dans Orite écossais primitif, dans la triangulation des officiers et le rapport des 2 triangles. On parle maintenant de la triangulation de la parole. Alors, en fait, on a un demandeur qui est sur les colonnes qui demande la parole, et c'est le surveillant qui va relayer cette demande au vénérable qui autorise ou pas la prise de parole, et le surveillant donne la possibilité au frère ou à la sœur de s'exprimer. Ceci vaut pour les compagnons et les maîtres, pas pour les apprentis, puisqu'ils sont soumis au silence. Alors, quel est l'objectif de cette triangulation? C'est une temporisation de toute réaction mal comprise, peu réfléchie, qui permet à chacun d'entre nous de poser un discours, une réflexion ou une assertion quelconque, et de ne pas être dans une polémique stérile, action-réaction, on prend du recul. Et c'est ce que je dis toujours, le vénérable maître est toujours le centre qui accorde. Il est au centre, c'est lui le patron, en quelque sorte. C'est l'ordo, il ordonne. Le temple lui-même est conçu pour que règne la paix, c'est la Pax Templi, c'est-à-dire on évite dans le temple l'affrontement des égaux. S'il y a un ordonnancement par le vénérable maître, il se fait à l'intérieur du temple, de la loge en l'occurrence, et on évite l'affrontement des égaux, et on favorise la spéculation, speculum, c'est le 3e terme, parce qu'il y a un ralentissement du discours et du rythme de prise de parole qui permet la temporisation et la mise en profondeur ou en perspective de ce que l'on annonce. Et enfin, c'est le 4e terme, media voce. Le chiffre 3 est omniprésent.
Le triangle de la parole, demandeur, surveillant, vénérable maître, incarne le principe de cette triangulation qui prône l'équilibre et la médiation. Et donc, finalement, cette triangulation permet la voie du milieu, soit un travail de maturation personnelle et de construction collective. Voilà. Alors, l'ordo, le pax templi, le speculum et media voce, ce sont les 4 éléments qui soutiennent la triangulation de la parole entre celui qui ordonne, celui qui demande et celui qui transmet. La triangulation et l'ordonnancement de la lumière, là c'est intéressant parce que c'est détaillé, il y a une orthopraxie qui se fait en loge. Il suffit de bien regarder ce que font le maître de cérémonie, des cérémonies et le frère terrible, la manière dont ils œuvrent, tout un protocole. Et là, en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un ordonnancement. On parlait de l'ordo tout à l'heure, c'est un ordonnancement lumineux, c'est-à-dire qu'on va éclairer le réel et l'ensemble de la codification symbolique, représentée par le tableau de loge, ce que j'appelle l'imago mundi, c'est-à-dire l'alphabet de tous les symboles maçonniques, de l'apprenti. Il en existe un autre compagnon et un autre pour le maître, par exemple. Eh bien, on va l'éclairer. On va passer des ténèbres à la lumière, donc on va pouvoir vocaliser autour de ça. Et on va aussi éclairer, c'est les luminaires d'ordonnancement, ça sert aussi à ça, la relation entre le réel et le spirituel, entre l'homme, l'univers, entre l'homme, l'univers et le divin. Voilà les 3 étages, en quelque sorte. Et tout ça à l'intérieur du temple, qui est représenté par la loge ici chez les francs-maçons. Alors tout ceci implique aussi une compréhension de la relation entre le haut et le bas, c'est la notion de reliance, c'est-à-dire l'hexagramme chez nous ou le delta chez d'autres. Voilà, donc cette lumière ordonne l'ensemble des relations en cause qui va permettre de faire un travail éclairé et permettant aussi d'être meilleur que soi-même, c'est-à-dire de s'améliorer, et une élévation aussi spirituelle pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, mais je le conseille quand même. Voilà. On reprend les éléments ritueliques que la sagesse préside à nos travaux, que la beauté les orne, que la force les achève. On reprend toutes ces phases-là qu'il faudra apprendre quand on est apprenti à mettre en œuvre, à mémoriser et à se mettre en situation, voire même à imiter le travail du frère terrible et du maître des cérémonies, avec l'accord de votre second surveillant, vous mettre en situation pour bien comprendre comment ça se passe. Alors les mots pour le dire, c'est le 3e épisode du livret 7. Et là, on voit les 3 imagos qui sont la base de la base du rite écossais primitif. Voilà. On ne va pas retrouver ces éléments dans d'autres rites, en tout cas pas expliqués de cette façon-là nécessairement, mais chacun peut adapter en fonction de sa sensibilité ce que je dis. Alors, ces 3 imagos correspondent, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était très important, aux 3 grandes questions du testament philosophique. On a commencé par ça, on finit par ça. Et vous finirez de toute façon votre carrière maçonnique par ça. Voilà. Ça vous poursuivra, vous l'aurez tout le temps en tête. Et là, nous l'avons d'une manière structurée. L'imago mundi dont je vous parlais déjà depuis un certain temps en parlant du tableau de loge, c'est l'image du monde universel symbolisée, bien sûr, symbolisée. C'est là où on apprend le vocabulaire des symboles. L'objet lui-même, le signe, ça semble, plusieurs signes vont faire un objet symbolique, par exemple la pierre brute, le maillet et le ciseau, 3 signes qui forment un objet symbolique, ok ? Qui vont donner des éléments d'interprétation, et là on va se rapprocher de la transformation, mais si on parle du soleil et de la lune, tout de suite on voit qu'on est dans le cycle, on est dans les cycles solaires, lunaires et stellaires, bien sûr, avec les étoiles, enfin passons sur les détails, je veux dire tout le vocabulaire symbolique de votre grade est dans l'imago mundi.
Une deuxième imago apparaît qui est, je dirais, l'imago Templi. Pourquoi l'imago Templi, c'est l'image du temple? Regardez, c'est pas compliqué. Vous voyez bien que vous avez une enceinte, que vous avez ici un accès. Alors, il n'y a pas de porte physique qui est représentée, c'est juste une ouverture. Les trois marches, les colonnes, ça c'est l'imago Templi, on est bien d'accord. Tous les symboles qui sont présents, l'ensemble des signes forment des objets symboliques. Par exemple, l'équerre séparément du compas, séparément de la Bible, ce sont trois symboles qui vont former un objet symbolique qui va s'appeler les bijoux au rite écossais primitif sur lesquels on prête le serment. Donc ils vont avoir une fonction bien précise. La colonne elle-même, elle est composée de plusieurs signes, nous les verrons tout à l'heure, forme un tout, mais vous avez les grenades, vous avez une expression graphique, et ainsi de suite. Voilà. Donc l'imago Templi, c'est le contenant. L'imago Mundi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, il y a l'imago Dei. Alors l'imago Dei, c'est quoi? L'image du divin, c'est-à-dire la relation à plus haut. Ce sont les vertus télogales, on a vu qu'on avait déjà, la charité, la foi en quoi? La foi la franc-maçonnerie déjà pour commencer, et puis il y a autre chose si vous le souhaitez, mais en tout cas la franc-maçonnerie c'est votre programme minimum. La foi que l'homme peut se transformer, peut s'améliorer, et que vous pouvez être meilleur demain qu'aujourd'hui, grâce à la franc-maçonnerie, qui vous incite à réfléchir et à prendre en compte tout un tas d'éléments. Mais c'est l'imago Dei, c'est aussi l'image du divin. On parlait du temple d'en haut tout à l'heure dans le rituel. Alors, l'image du divin qui est représentée par ce fil à plomb, qui monte au milieu de la Voie lactée, à un endroit qu'on ne connaît pas très bien, c'est le zénith. Alors, pour certains, ce sera l'étoile du Nord, pourquoi pas d'ailleurs. Mais c'est aussi représenté par l'hexagramme, avec le triangle montant et le sommet de les triangles montants. C'est représenté par le nom divin qui est marqué à l'intérieur de votre hexagramme sur le tableau de loge. Mais c'est représenté aussi par la lecture des Écritures, par le compas et par l'équerre, qui vous servent de correcteur optique, en quelque sorte, ou de lunettes, si vous préférez, pour essayer de lire les Écritures. Donc cette imago Dei, elle est aussi présente. Trois imagos qui sont présentes. Il faut essayer de les définir et s'apercevoir que finalement, la loge est bien un lieu à la fois de transformation, de spiritualité, qui est très important, qui est bien structuré. Et enfin, on arrive au tableau de loge et à son détail. Ça, c'est le 4e épisode. Alors, on a vu que c'était une imago Mundi, une imago Templi, mais aussi une imago Dei. On avait toutes ces caractéristiques. Bien entendu, là, vous avez une somme de 42 signes. 42 signes, c'est quoi un signe? Par exemple, le ciseau est un signe. Voilà. L'inscription à l'intérieur est un signe aussi. Voilà. Mais ce n'est pas nécessairement un symbole. Le maillet et le ciseau deviennent un symbole. Maillet, ciseau, pierre brute, c'est l'objet symbolique par excellence. Voilà. Et bien, de ces 42 signes, on va arriver à faire 21 objets symboliques. Et de ces 21 objets symboliques, on va réussir à déterminer 5 appareils de transformation, des appareils symboliques qui vous permettent de passer d'un plan à un autre. Le premier appareil, c'est l'appareil séparatiste, avec les murs du temple, mais aussi la corde à nœuds qui est une frontière entre le terrestre et le céleste. Donc ça, c'est l'appareil dit de séparation. L'appareil de transformation ou d'ordonnancement, ça va être la pierre brute, le maillet, le ciseau, la pierre cubique, mais aussi l'ordonnancement, c'est les 3 lumières que vous avez ici, les lumières d'ordonnancement. Vous avez un appareil dit de lecture, alors là c'est très facile. L'appareil de lecture, c'est la lecture graphique, donc là on va avoir
Le J pour l'apprenti, une autre lettre pour le compagnon, bien entendu la Bible, ça va de soi, le livre saint. La Bible qui est quand même l'objet de la lecture, et vous regarderez qu'on lit la Bible à travers le compas, entre l'équerre et le compas, on y reviendra. Voilà, et puis le nom divin qu'on n'arrive pas à prononcer, donc tout ça c'est des appareils de lecture. Tous les systèmes d'éclairement et d'illumination et des cycles, alors les cycles lunaires, stellaires, avec la cordaneuse et stellaire, lunaire, solaire bien sûr, le cycle de la vie, avec la grenade qui est un fruit porté par un arbre. Tous les fruits pendent par leurs racines, donc il y a une relation entre le fruit qui est mûr, il va tomber, il va germer, et c'est tout ce qui s'est passé dans la chambre de réflexion, le cabinet de réflexion. On n'y revient pas, mais vous l'avez étudié ce cycle, avec la faux notamment. Le cycle de vie, la mort fait partie de ce cycle-là. Voilà. Et enfin, en 5e position, vous avez les fameuses clavicules, qui sont les clés de lecture secrètes qui permettent la reliance. Donc c'est tous les axes. Alors vous voyez que c'est orienté. Hein. Il y a 6 axes dans une loge. Alors, il y a 3 axes, 6 directions, pardon. 3 axes et 6 directions. Il y a l'équerre perpendiculaire, le niveau, la Bible, l'équerre, le compas. Tout ça, c'est des instruments dits de reliance aussi, puisqu'on va construire le temple avec, n'est-ce pas? Donc c'est pour se relier au divin. Il y a le triangle montant, le triangle descendant et les règles dites de construction, c'est-à-dire les plans du temple que nous verrons une autre fois, mais qui apparaissent en filigrane d'ores et déjà, alors que c'est pas du grade ni du degré. Donc je récapitule, appareils de transformation des images sont présentes ici avec la séparation du monde profane, l'organisation de la transformation de soi, la lecture du divin, l'illumination, tout ce qui est clairement c'est l'illumination, et les clés analogiques mettant en place des rapports structurels et des correspondances entre soi et le monde, c'est les clavicules. Voilà. Et enfin, on termine par un QCM qui est très facile. N'oubliez pas que des fois, sur les 3 réponses, 2 sont justes. C'est à vous de les trouver. Voilà. Donc la prochaine fois, on travaillera sur le tableau d'horloge d'une manière plus puissante. Ça fera l'objet du livret numéro 8. Et pour le 9 et le 10, nous verrons pour la rédaction comment rédiger les planches. À bientôt.